120 missiles tirés sur toute l'Ukraine. C'est le bilan pour l'instant de ces frappes russes depuis 5 heures. Donc ce matin, le pays est en alerte aérienne et ce qui est important, c'est que c'est tout le pays qui est touché, aussi bien l'Est, dont on a l'habitude de vous parler, ce fameux Donbass, cette région où il y a les combats les plus féroces actuellement, que le centre du pays avec Kiev, mais également l'Ouest que l'on pensait davantage à l'abri depuis quelque temps, la ville de Lviv, donc privée à 90% d'électricité, mais également au sud, Odessa, également la ville de Mykolaïv. Général Jean-Paul Perruche, on parle de missiles tirés depuis les airs, mais également depuis des bateaux. C'est comme ça aussi qu'on arrive véritablement, quand on voit des villes côtières comme Odessa ou un peu plus loin Mykolaïv, on imagine que c'est par des bateaux qu'elles ont été touchées. Oui, c'est vraisemblable, mais ce n'est pas la première fois. Souvenez-vous, les Russes ont déjà utilisé ce type d'armement pour bombarder l'Ukraine dans le passé. Peut-être que ça révèle qu'il commence à manquer d'autres missiles. Et donc, il faut utiliser ceux dont on dispose. Et je rapproche ça de la communication que nous avions eue la semaine dernière, disant qu'on allait faire des bases navales, souvenez-vous, à Mariupol, notamment. Vladimir Poutine l'avait annoncé, oui. Donc je pense que c'est dans cet esprit-là. On retrouve là le mode d'action un peu maintenant bien connu des Russes depuis 4-5 mois, qui consiste à envoyer en fait des essaims de missiles pour saturer le système de défense anti-aérien qui se renforce des Ukrainiens, et donc pour obtenir quand même un effet sur les infrastructures. Et la preuve en est que ça fonctionne, parce que même si les Ukrainiens détruisent 75 ou 80% des tirs de missiles russes, il y en a 20 ou 25% qui arrivent à destination. Mais bien sûr. Et là, on constate qu'aujourd'hui, ils ont tiré sur l'ensemble du territoire, et non pas sur seulement la partie Est, parce que justement, les missiles qu'ils ont tirés là le permettent, par leur allonge. Et d'autre part, parce que vraisemblablement, la protection antiaérienne est moins solide dans la partie ouest de l'Ukraine que dans la partie est, proche des combats. C'est logique. C'est ça, oui. Alors quel est, dernier mot, je vous en prie. quel intérêt politique? On est toujours dans la stratégie de terreur, de destruction d'infrastructures, et de montrer à la population russe aussi qu'on a l'initiative. Le bombardement par missile comme ça de l'infrastructure est le seul avantage de supériorité dont disposent les Russes par rapport aux Ukrainiens, puisque les Ukrainiens ne sont vraisemblablement pas autorisés à faire la même chose sur le territoire russe. Ouais, on est toujours devant cette difficulté-là qu'il va falloir un jour résoudre, parce qu'on ne peut pas accepter que la totalité de l'infrastructure de l'Ukraine soit détruite comme ça, bien impunément. Ouais, bien sûr. Donc, soit on est capable de fournir des systèmes un dôme d'acier à l'Ukraine qui permettent d'éliminer pratiquement 100% des tirs de missiles, même quand ils arrivent en grand nombre ou en essaim, ou bien il va falloir laisser les Ukrainiens peut-être prendre des mesures de rétorsion. Cette question-là va se poser. Bien sûr. Margot Haddad, juste pour revenir également aussi sur cette information, donc on a dit 120 missiles, et ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'en effet, vous en parliez à l'instant, Général, c'est que l'Ouest est touché, et cela faisait quelques semaines que ce n'était pas le cas. C'était depuis le 11 octobre, où on avait vu cette carte avec toutes ces frappes partout sur le territoire. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que ça arrive à chaque fois que les troupes russes se trouvent en difficulté dans une bataille fondamentale. Et là, c'est le cas à Bakhmout, selon l'Institut d'études de la guerre. Il y aurait eu des milliers de morts du côté russe à Bakhmout, et ils opéreraient de petits groupes de 10 à 15 personnes. C'est le gouverneur de Lugansk qui l'a dit, donc une voix officielle russe, et que cette bataille serait justement pas stratégique mais symbolique pour la Russie. Et actuellement, ils sont en difficulté. Et ils tapent un peu partout à chaque fois pour mettre en place cette politique de la terreur qu'ils opèrent depuis un moment, comme le disait le général. C'est véritablement de aussi faire pression sur la résistance civile, parce qu'il ne faut pas l'oublier, par exemple dans la ville d'Ivano-Frankiv, qui est à l'ouest, près de Lviv, eh bien, il y a une énorme résistance civile de 11 000 Ukrainiens qui se battent tous les jours aussi pour ravitailler soit le front, soit servir de base arrière pour les soldats qui sont sur le terrain. Donc véritablement, il y a une volonté de taper les structures énergétiques, de faire peur à la résistance civile, et de montrer aussi que cette ville de Lviv, qui est tout de même la porte de sortie du territoire ukrainien pour ceux qui veulent partir, puisque c'est à la frontière
frontière avec la Pologne. C'est là où les ambassades avaient été relocalisées à un moment, au début de la guerre. Donc, cette porte de sortie peut être aussi frappée si vous voulez partir de ce conflit. C'est là où il y a l'aide humanitaire également aussi qui s'est organisée autour de Lviv. Alors, on va regarder justement en direct, puisque les réactions commencent à affluer par rapport à cette série de missiles tirés sur l'Ukraine et notamment sur Kiev. C'est le maire de la ville de Kiev, Vitaly Klitschko, qui donc l'écrit sur Twitter pour le moment. Et il y a 3 victimes à Kiev, dont une fillette de 14 ans. Tous sont hospitalisés. Jérôme Poirot, il est vrai que depuis la visite de Volodymyr Zelensky à Washington, on parle beaucoup de ces missiles patriotes. Est-ce que là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une application directe de à quoi pourraient servir justement ces missiles patriotes? Ah oui, bien sûr. Parce que le général l'indiquait, il y a une proportion maintenant très importante de ces missiles qui sont interceptés, mais il en reste toujours qui passent à travers la défense antiaérienne ukrainienne. Et donc, les Ukrainiens ont besoin de renforcer considérablement cette protection. Les patriotes seront un élément très important, l'effort supplémentaire que va faire la France aussi. Mais là, je crois, vous l'indiquez, général, peut-être une inflexion dans la stratégie russe. Parce que d'habitude, c'est 70, 80, 90 missiles. Là, c'est 120. Donc 120, oui. Il y a sans doute l'idée d'avoir un dispositif maintenant d'attaque qui s'adapte aux défenses antiaériennes qui se renforcent. Et puis c'est aussi un moment donné où il y a eu effectivement l'annonce des Patriotes. Il y a eu de nouveau une attaque ukrainienne sur la base d'Engels, c'est-à-dire une base aérienne qui est une base de départ pour ces bombardiers qui frappent, qui tirent ce genre de missiles. Il y a eu il y a quelques jours de nouveaux bâtiments de la flotte russe qui sont arrivés à Sébastopol et on peut penser que ce sont peut-être ces nouveaux bâtiments qui sont arrivés qui ont frappé dans le sud de l'Ukraine. Donc il y a tout un contexte qui est en fait favorable pour les Russes pour montrer que malgré tout l'effort occidental, ils parviennent encore à frapper. Alors, on peut le constater, là, le maire de Kiev dit qu'il y a 3 victimes. Il y a finalement assez peu de victimes. Blessés, pour l'instant. Total, voilà. Blessés, oui, mais victimes, bien sûr, quand même. Il y a assez peu de victimes. La journaliste ukrainienne le disait à l'instant, les Ukrainiens sont habitués à réagir aux alertes aériennes, donc ils se protègent. Donc ça montre aussi toute l'absurdité de la stratégie militaire russe, parce qu'ils gaspillent des munitions qui sont parmi les plus sophistiquées, les plus précieuses, pour taper certes des infrastructures énergétiques, ça a un effet, enfin au plan militaire, ça n'a quasiment aucun effet. C'est ça, oui. Donc c'est aussi une démonstration de cette folie. Vous parliez de Bakhmout aussi, où ça n'avance pas. Bien sûr. Au plan militaire, c'est un désastre complet. Oui, Claude Lochezon, on le voit, la semaine dernière, juste avant Noël, il y avait eu déjà une série de missiles tirés, alors moins importantes, et surtout sur l'est du pays. On a l'impression que, le mot est terrible à dire, mais il y a une sorte de routine, en fait, qui s'installe pour les Russes. En effet, on est en train, peut-être de perdre du terrain dans l'est du pays, donc on tire pour faire peur, et puis de nouveau, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus une attaque véritablement russe, même une concentration, une réflexion autour d'une offensive, mais seulement on fait peur. C'est la stratégie du général Surovikin qui dirige les opérations sur l'ensemble de l'Ukraine, qui est l'homme de Poutine. Et en effet, puisque les opérations au sol ne fonctionnent pas, on terrorise la population. Le calcul de Poutine étant celui-ci, maintenant, la population ne supportera pas cette situation pendant 4 mois. C'est probablement l'erreur qu'il fait, une nouvelle erreur de calcul, mais il y a une stratégie derrière. C'est-à-dire que la stratégie, c'est que la population ne tiendra pas le coup, parce qu'on détruit les infrastructures électriques, les infrastructures également de chauffage central, puisque les anciennes villes de l'Union soviétique sont pratiquement toutes chauffées avec le chauffage urbain, c'est-à-dire des quartiers entiers qui dépendent d'une usine qui fabrique de l'eau chaude qu'on transporte ensuite par tuyau. C'est donc assez facile de détruire le système de chauffage urbain et par là même la distribution d'eau. Et on voit bien, puisque les maires qui sont les maires des villes, des grandes villes qui ont été bombardées, qui sont eux sur le terrain effectivement et qui gèrent comme ils peuvent la situation, disent faites des réserves d'eau parce que ça va continuer et l'eau c'est probablement ce qui est le pire, le manque d'eau, parce que c'est le problème de l'hygiène effectivement qui se pose. Et puis dans ces bombardements terroristes en effet qui visent des objectifs civils, on verra les résultats un peu plus tard tout à l'heure, mais il y a forcément des hôpitaux qui ont
étaient visés, forcément des équipements collectifs. Hier, c'est c'était par gravissime. maternité à Parce Carson, que par exemple. le système d'alarme fonctionne, d'accord, il fonctionne assez bien, mais qu'est-ce qui se passe pour les personnes âgées? Qu'est-ce qui se passe pour les infirmes? Familles, voisins, peut-être, mais enfin, il y a aussi des gens qui certainement meurent dans ces attaques. Et puis il y a les personnes âgées qui finalement s'habituent à ce genre de truc et puis qui disent après tout, après tout, il arrivera ce qui arrivera. Je reste dans mon appartement. Ouais. Voilà, terminé. C'est ça. Marc, ce qui est assez étonnant, c'est on le voit quand même, on le dit souvent, on en parle souvent ici, c'est cette résilience quand même des Ukrainiens. Enfin, par rapport à ça, en effet, vous l'avez dit. D'ailleurs, les gestes sont pris, les habitudes sont prises. C'est ce que nous expliquait tout à l'heure cette journaliste ukrainienne. Ils savent exactement quoi faire quand. Mais c'est d'une tristesse infinie C'est terrible. d'ailleurs, Bah, bien sûr. puisque d'ailleurs il y a plusieurs alertes. Hein. C'est pas à chaque fois qu'il y a des bombardements, ils ont parfois sur leur smartphone aussi des alertes qui interviennent et parfois dans des régions comme Kiev où ils se sentent plus ou moins à l'abri, ils restent dehors. Ils ne prennent pas non plus cette alerte comme quelque chose de sérieux à chaque fois. Et ça aussi, il faut le comprendre, c'est qu'ils se sont habitués à vivre avec la guerre, comme on l'a vu dans plusieurs conflits internationaux, où c'est le cas également, de ne pas se mettre à l'abri tout de suite. Mais quand il y a des bombardements comme cela, quand on sait qu'il va y avoir plusieurs bombardements à plusieurs instants en même temps, que ce soit le cas des drones, comme je l'énonçais la dernière fois avec cette information des Israéliens disant qu'ils avaient donné un système d'alerte pour les drones, eh bien, ils ont une alerte spéciale pour se mettre à l'abri qui est notée comme plus sérieuse que des alertes d'un missile qui va taper ici ou là dans une région où il n'y a pas d'infrastructure. Donc, ils ont pris ce pli-là, mais ça reste d'une tristesse sans nom, puisqu'ils ont véritablement appris à vivre avec cette guerre. Et il y a cette résilience qui reste là, puisqu'ils restent pour combattre parfois ou pour servir les soldats qui sont encore sur le terrain, puisque tout de même, le front, il n'est pas au centre de Kiev, il n'est pas à l'ouest, il est véritablement à l'est. Et donc, il y a aussi cette volonté de démonstration de force du ministère de la Défense russe. On le sait, il y a cette guerre interne entre les troupes Wagner sur le terrain et la défense russe officielle. Et il y a cette volonté de montrer aussi que l'armée russe est toujours en place. Ouais, c'est ça. Alors, général Jean-Paul Perruche, on le voit, tout à l'heure, on parlait des patriotes, ces fameux patriotes pour intercepter ces missiles de défense. Alors on se dit ça peut être une solution, mais tout le pays ne peut pas être couvert à la manière je reprends l'exemple à la manière israélienne, à la manière de Tel Aviv, avec un dôme de fer. C'est impossible, non? C'est le problème de l'Ukraine. C'est un très grand pays. C'est le plus grand pays d'Europe, à l'exception de la Russie. Mais on ne peut pas rêver d'une défense dôme de fer à l'israélienne pour l'ensemble de l'Ukraine. Donc on est obligé de raisonner le problème de cette défense antiaérienne par cible prioritaire. Et je pense qu'effectivement, les grands centres d'infrastructure, notamment sur l'énergie, enfin distribution d'énergie, d'eau, évidemment, peut-être aussi quelques autres, des fabriques par exemple, ceux-là doivent être protégés en priorité. Et après, pour les protéger, il faut faire une analyse par catégorie de moyens. Parce que, comme vous le savez, il ne suffit pas de se défendre contre la haute altitude ou la moyenne altitude. Il faut avoir un système complet, ce qui veut dire qu'il faut mettre en place des systèmes qui soient coordonnés et complémentaires. Donc on a des missiles à courte portée, 5 km du type Stinger, pour tirer sur des drones, pour tirer sur des missiles à faible portée qui arrivent à basse altitude. Ensuite, il faut des systèmes pour répondre à moyenne altitude, qui sont des systèmes du type Roland en France, si vous voulez, qui vont prendre des objectifs jusqu'à 15 km. Et puis après, on va passer à la haute altitude, avec du Hawk, du Patriot ou des systèmes équivalents. L'Iris, par exemple, allemand. Bon, vous voyez, et tout ça doit être coordonné, et on ne peut pas en mettre partout. Donc, il faut privilégier, premièrement, les lieux à protéger, et deuxièmement, il faut faire en sorte que cette protection soit complète, toute altitude. Et vous voyez, en même temps, on imagine la complexité, puisque par exemple, une ville comme Odessa, on l'a semblé un peu à l'abri avec cet accord sur le blé. Bon, en fait, pas du tout, alors que les Russes ont signé eux-mêmes un accord pour laisser partir le blé, et la ville
les promesses russes, j'allais dire qu'elles n'engagent que ceux qui les croient. C'est ça, Margot. Pour juste rajouter quelque chose aussi, les Israéliens ont rejeté les demandes de Kiev pour le dôme de fer. Ils ne veulent pas non plus que les Russes se retournent contre eux. C'est un peu leur position d'entre-deux, qu'ils ont depuis le début du conflit, où ils disent soutenir Kiev d'une certaine manière, mais ne veulent pas fournir ni d'armes défensives, ni d'armes offensives, comme la plupart des pays, à l'Ukraine. Donc il y a tout de même cette réticence des Israéliens de fournir ce dôme de fer qui est fait par une société d'armement israélienne qui s'appelle Rafael et qui a cette technique-là. Donc pour le moment, même s'il y avait la possibilité d'avoir un dôme de fer à certains endroits, les Israéliens ne veulent pas. Et alors, on voit que ce sont des bombardiers qui ont agi avec des navires, mais des bombardiers. On se souvient au début de la guerre que les Ukrainiens demandaient une no-fly zone par rapport aux avions de guerre. Est-ce que c'est encore d'actualité, ça? Ça pourrait le devenir, mais enfin, vraisemblablement, les bombardiers russes qui ont agi ce matin ont tiré leurs missiles depuis le territoire russe, vraisemblablement. Peut-être d'ailleurs ce sera intéressant, on devrait savoir ça dans la journée, si le territoire biélorusse a été utilisé. C'est ça, bien sûr. Pour envoyer des missiles, ce ne serait pas la première fois, mais comme on a vu qu'il y avait un certain nombre de nouveaux matériels russes qui peuvent tirer des missiles à moyenne portée qui sont arrivés en Biélorussie, ce sera intéressant. Oui, la question de la no-fly zone, c'est une question qui est posée depuis le début de la guerre par le président ukrainien. Moi, je pense que ce n'est pas le bon terme, parce que les no-fly zones qui ont été mises en place, par exemple en Irak ou en Libye, ça consistait pour les armées occidentales d'interdire tout aéronef dans l'espace aérien du pays concerné. Là, c'est très différent. C'est une question quasiment de police du ciel, puisque que ce soit des missiles, des drones ou des avions russes, on peut considérer que la question qui se pose, c'est de protéger l'espace aérien ukrainien avec tous les moyens possibles, et peut-être qu'un jour, la question se posera de les protéger avec des systèmes antimissiles, anti-aériens plus sophistiqués, mais peut-être aussi avec des avions de chasse occidentaux, parce que ce n'est qu'un problème finalement de police du ciel. Si on raisonne un peu en droit, et les Russes sont aussi très attentifs à ces questions, ça aurait tout son sens. Restera la question évidemment d'aller taper des bombardiers russes dans l'espace aérien russe. Là, c'est une autre affaire. Et les Ukrainiens n'ont vraisemblablement pas beaucoup de moyens dans ce domaine. On se souvient d'ailleurs, Claude Blanchemaison, au départ de la guerre, les avions, ce qu'il fallait fournir des avions à l'Ukraine, les Américains hésitaient, ils voulaient que ce soit les Polonais qui donnent. Finalement, on n'en parle plus trop aujourd'hui de ces avions. Non, on n'en parle plus trop, mais en effet, la question va se reposer. L'idée était que les pays voisins de l'Ukraine fournissent des avions de construction russe, parce que effectivement les pilotes ukrainiens savent comment ça marche, puisque ce sont les leurs, et qu'en remplacement, on donne des avions américains, ou on vende plutôt des avions américains à la Pologne ou à d'autres pays qui auraient fourni ces avions à l'Ukraine. Mais le risque a été estimé à l'époque trop grand de rentrer un petit peu dans la co-belligérance, et par conséquent, ça n'a pas été fait. Mais c'est vrai que c'est discutable. On peut discuter, parce qu'après tout, on pourrait imaginer que les pays voisins fournissent des avions de conception russe ou soviétique, et que ces avions soient remplacés par des avions occidentaux. Pas nécessairement américains, d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on dit automatiquement américain? Bien sûr, c'est une question qui peut se poser. Bon, effectivement. Mais qui en effet ne se pose pas. C'est intéressant aussi. Alors, on va voir, mais je pense qu'à ce stade, les États-Unis sont fermement décidés à respecter les lignes rouges qui semblent avoir été posées par Moscou, étant entendu que ces lignes rouges sont mobiles, c'est-à-dire que à chaque étape de la guerre, eh bien, les Russes protestent violemment, mais n'entreprennent pas d'actions coercitives pour lutter contre les nouveaux transferts d'armement. Les actions coercitives, ça pourrait être de la part des Russes, les bombardements des convois d'approvisionnement, naturellement. Par exemple, quand on envoie des éléments blindés, c'est pas très discret. On les envoie par train, et probablement qu'il y a suffisamment d'espions russes en Ukraine pour savoir par où ça passe. Oui, bien sûr. Jusqu'à présent, ils ne sont pas attaqués à les convois d'approvisionnement. Ça a été le cas un peu au départ. Voilà, c'était le cas un peu au départ, en fait, aussi, Jean-Paul Péruch. Les bombardements c'était pas forcément sur les villes, c'était justement sur les convois militaires, sur des convois peut-être d'approvisionnement, mais pas les villes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'après vous, ils ne savent pas, en fait, ils ne connaissent pas les convois militaires?
ukrainiens? Non, je pense qu'ils les connaissent vraisemblablement et qu'ils se fixent aussi des lignes rouges. Pour moi, la seule ligne rouge qui a été constante depuis le début des opérations du 24 février, c'est la restriction mise par les Occidentaux, les Américains, à un combat direct entre des moyens de l'OTAN, servis par des gens de l'OTAN, et des moyens russes. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pour ça que, par exemple, l'autre jour, on a abordé la question de l'utilisation de patriotes stationnés en Pologne pour éventuellement intercepter des missiles au-dessus de l'Ukraine. Là, on franchit la ligne rouge, parce que, même si c'est un moyen défensif, vous voyez, mais ce sont des engins polonais ou américains qui vont détruire des moyens russes, certes au-dessus du territoire de l'Ukraine, mais c'est de la vraie belligérance. C'est ça, ouais. Et la même chose pour aller bombarder des objectifs même militaires, hein, comme ceux que les Ukrainiens ont bombardés à Saratov, à Ryazan, etc. Là, on ne veut pas que ce soit des moyens américains ou occidentaux qui soient utilisés, parce que, encore une fois, ça serait là le signe que ce sont des armes occidentales qui opèrent sur le territoire russe. Voilà. La vraie ligne rouge, elle est là. Celle-là, quand on va la franchir, attention. Attention, Jérôme Poirot. Oui, ce qui est étonnant, c'est que dans le même temps, eh bien, il y a quand même des frottements entre les armées de l'air russes et de l'OTAN, à la frontière avec les pays baltes, à la frontière avec la Pologne, parce que depuis 2007 et par différentes vagues, l'OTAN a donné des moyens supplémentaires de protection de l'espace aérien des pays baltes et de la Pologne notamment, qui sont confrontés en permanence à des tentatives d'intrusion de l'armée de l'air russe, pour tester notamment les défenses. Et il y a encore, je crois, 3 semaines ou 4 semaines, des chasseurs italiens ont dû raccompagner des chasseurs russes qui étaient à la frontière, qui étaient en train d'essayer de rentrer dans l'espace aérien. Pour quel but pour eux de rentrer dans la frontière? C'est-à-dire de tester en fait, à la fois tester les moyens de détection et de réponse, et puis mettre la pression, montrer qu'il y a une ambition qui est militaire et politique, c'est de continuer à conquérir des territoires de plus en plus vers l'ouest. Donc on pourrait avoir, de manière très paradoxale, peut-être un incident sérieux un jour, parce qu'à force de frottement, de temps en temps, il peut y avoir un incident entre des chasseurs de l'OTAN et des chasseurs russes, sans qu'il y ait véritablement d'engagement de l'OTAN sur le territoire. Mais je pense qu'on viendra peut-être, à un moment donné, sérieusement, au fait qu'il y ait des chasseurs de l'OTAN qui garantissent la souveraineté de l'espace aérien ukrainien. Ce qui serait certes un cran de plus, mais ce ne serait pas des frappes, évidemment, directes sur le territoire russe. Ce serait simplement aider l'Ukraine à protéger son espace aérien. Non, pour les pays, en tous les cas de l'Est, c'est l'incursion dans l'espace aérien, c'est quelque chose de critique. On l'a vu dans la communauté des États indépendants, avec notamment la Moldavie. La Moldavie s'est retournée contre la Russie à ce moment-là, quand il y a eu une incursion dans leur espace aérien. Et d'ailleurs, il l'avait dit ouvertement, et ça avait créé une certaine bataille sur les réseaux sociaux entre la Moldavie et la Russie. Mais véritablement, cette histoire de no-fly zone, comme le disait Jérôme Poirot, elle est difficilement applicable, en tous les cas sur tout le territoire ukrainien. Elle reste pour le moment protégée seulement aux pays qui sont à la frontière avec l'Ukraine. Et véritablement, si l'OTAN décide de mettre en place une quelconque no-fly zone, c'est-à-dire de raccompagner des avions militaires russes, là on franchirait certainement la limite dont vous parliez. Alors, je voudrais vous montrer des images aussi. On vient d'en recevoir à l'instant sur ces bombardements et notamment sur la ville de Kiev. Regardez cette photo prise dans le métro de Kiev, tout simplement, qui sert de protection, d'abri pour les habitants de la capitale ukrainienne. Donc, Kiev frappé, 3 blessés pour l'instant, annoncé la mairie de la capitale ukrainienne. Mais c'est pas seulement que la capitale touchée, c'est tout le territoire qui est en alerte rouge ce matin. L'Est, également le centre et également aussi, ça faisait longtemps, donc depuis début octobre, c'est l'ouest du pays avec la ville de Lviv. Vous la voyez, cette ville la plus proche de la frontière polonaise. Également la ville d'Odessa, Mykolaïv. Voilà, toutes ces villes dont on ne parlait presque plus. On pensait que la guerre finalement les touchait moins. Aujourd'hui, ça se rappelle à ses habitants. Un mot tout de même aussi, Jérôme Poirot, par rapport à ces frappes. On parle de frappes en effet qui peuvent toucher des installations civiles. Est-ce que ça veut dire que sur le terrain, il y a eu des renseignements qui leur ont dit où frapper, ou alors là c'est un peu, on peut imaginer, à l'aveugle? Ah non, ce qui est certain, c'est que l'armée russe dispose
d'une carte très très précise de ce que sont toutes ces infrastructures. C'est des centrales électriques, elles sont très faciles à identifier. Le renseignement militaire russe travaille en Ukraine depuis vraisemblablement des décennies. Donc ces cibles, elles existent, elles sont dans les plans russes. La seule question, c'est est-ce qu'ils disposent de moyens de missiles, notamment suffisamment précis, pour toucher à chaque fois. Et donc la question complémentaire qui peut se poser, c'est y a-t-il à l'occasion de ces frappes un certain nombre de forces spéciales russes qui sont sur le terrain pour garantir le guidage final de ces missiles pour qu'elles atteignent bien ces cibles? Parce qu'une centrale électrique, c'est quand même c'est pas un monument si considérable. Si ce sont des frappes qui sont tirées à plusieurs centaines de kilomètres, peut se poser cette question, d'autant que l'armée russe ne dispose pas d'une quantité de missiles de précision, de munitions de précision considérable. On a noté qu'au début du conflit, au début de cette année, c'était seulement 5% des munitions qui étaient tirées par l'armée de l'air russe qui étaient des munitions de précision, c'est-à-dire exactement le même pourcentage que celui de l'armée de l'air américaine au moment de la guerre du Vietnam. Ah oui. C'est dire l'écart entre ce que peut être l'armée de l'air russe aujourd'hui, et ce que pouvait être l'armée américaine il y a près de 60 ans. Alors on va aller se rendre sur place dans une ville qui a été frappée, qui a fait partie des cibles ce matin des missiles russes. C'est la ville d'Odessa. On va rejoindre sur place le député de la ville, Oleksiy Koncharenko. Bonjour à vous. La ville d'Odessa a donc été frappée par des missiles. L'ouest et le sud du pays ont été frappés. Est-ce que aujourd'hui ça vous surprend, entre guillemets, je prends exprès ce terme, car c'est vrai qu'on s'était peut-être habitué à voir l'est du pays, voir Kiev frappé, un peu moins ces derniers temps Odessa et l'ouest du pays. Oui, malheureusement, aujourd'hui, tous les Ukrainiens sont frappe de missiles russes. Encore une fois, l'infrastructure énergétique, l'infrastructure absolument civile, et encore une fois, il n'a pas les objectifs militaires, mais c'est le terror contre les gens civils. Maintenant, à mon appartement, je suis en Odessa, il n'a pas l'électricité, il n'a pas l'eau potable. Oui, c'est la même situation à presque tout l'Odessa, à presque tout Lviv et en grande partie de Kiev et d'autres villes d'Ukraine. Et c'est dans quelques jours, nous aurions le nouvel an, c'est comme cadeau de la Russie, cette attaque nouvelle contre l'infrastructure énergétique. Comment ça s'est passé pour vous justement à Odessa? Les frappes ont commencé à quelle heure? C'est commencé, je pense, 8h30, 9h dans cet temps. Mais premièrement, c'est le système antiaérien. Le système antiaérien, on a intercepté plus de 20 000 missiles à Odessa, plus de 20 missiles en ville d'Odessa. Je ne sais pas les chiffres total à tous les pays, mais beaucoup de missiles. Heureusement, merci à notre l'arme et merci à notre ami, la France, les États-Unis et d'autres pays qui a aidé nous avec les systèmes antiaériens. Et je pense que la majorité des missiles sont interceptés, mais malheureusement pas tous. Oleksiy Koncharenko, vous nous confirmez 20 missiles, hein, c'est ça? 20 missiles, plus de 20 missiles étaient interceptés à Odessa. C'est à Odessa. D'accord. Et vous savez aujourd'hui quelles ont été les cibles? Vous nous avez parlé aujourd'hui, donc tout à l'heure, d'infrastructures énergétiques, en gros, c'est-à-dire les centrales électriques, c'est ça qui aurait été touché? Oui, les centrales électriques et aussi les systèmes de potable, les systèmes de livraison d'eau à les bâtiments résidentiels, parce que en beaucoup de villes, à Odessa, à Kiev, à Lviv, il n'y a pas l'eau potable aussi.
Voilà la ville d'Odessa donc qui a été touchée, vous nous le confirmez, donc avec 20 missiles que la batterie antiaérienne Plus de 20 missiles. Plus de 20 missiles auraient détruites. Dans tout le pays, on nous annonce plus de 120 missiles tirés sur l'Ukraine, en tout cas par les forces russes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous-même, habitant d'Odessa, de retrouver finalement ce rendez-vous avec la guerre, cette face-à-face avec des missiles, est-ce qu'on se pensait un tout petit peu à l'abri dans le fait de ne plus être au cœur finalement de la guerre à Odessa? C'est la guerre, bien sûr, c'est terrible, mais le fini de cette guerre, ce sera la libération de notre territoire. Et c'est la Russie qui doit réparer tout ce qui est détruit avec les armes russes. Et les gens à Odessa, nous sommes absolument furieux. Beaucoup de danger dans la ville parce que c'est absolument une attaque barbarique. Et encore une fois, ce n'est pas la guerre, c'est le terrorisme. Parce que la guerre, c'est la front line, c'est où il y a le combat. Oui, mais ce n'est pas la guerre, c'est une attaque terroriste contre les gens civils. Oleksiy Gosharenko, tout à l'heure, nous étions en direct de Kiev avec une journaliste ukrainienne. Elle nous disait que il n'y avait pas pour l'instant beaucoup de victimes car les habitants de Kiev s'étaient habitués malheureusement à ces bombardements, donc ils connaissaient les gestes. Est-ce que c'est la même chose à Odessa? Oui, nous avons une information qui est un bâtiment résidentiel est détruit, mais ce n'est pas l'info finale. Nous attendons pour plus d'informations. Et je ne peux vous dire combien de victimes nous avons maintenant, je ne sais pas. Et aussi, cette attaque aérienne, ce n'est pas fini. Maintenant, nous avons l'information que les drones iranais commencent l'attaque à commencer dans le territoire de Bélarus qui sont occupés avec la Russie en réalité. Et maintenant, cette nouvelle attaque avec cette drone, et je ne sais pas combien plus d'attaques nous aurions aujourd'hui. Mais vous parlez d'attaques de drones sur Odessa? Nous ne savons pas à quelle destination ce drone allait. C'est peut-être Kiev ou peut-être c'est Odessa, je ne sais pas. Très bien. Merci en tout cas pour être intervenu, Oleksiy Gosharenko. Je rappelle, vous êtes député d'Odessa. Merci d'être intervenu ce matin sur LCI. Claude Blanche-Maison, on voit en effet aujourd'hui, alors je précise juste le maire de Kiev à l'instant, qui vient de communiquer, comme il y a eu 20 missiles interceptés à Odessa, et bien là, ça serait 15 missiles qui ont été détruits à Kiev. On voit en tout cas donc une batterie anti-aérienne, donc pour l'instant qui fonctionnerait aussi autour de ça. Et on imagine que s'il n'y en avait pas, en effet, les dégâts seraient beaucoup plus importants. Oui, je voulais simplement ajouter que Odessa, c'est quand même une ville absolument mythique pour des raisons historiques, mais aussi, et ça dit quelque chose aux Français, aux Européens. Il y a même eu un gouverneur français à l'origine. Bon, c'est tout à fait particulier. Et c'est vrai que c'est aussi stratégique, parce que moi, personnellement, je pense que si la guerre dure, et elle va durer, il est probable que les Russes n'ont pas renoncé vous pensez, à venir à Odessa. Mais oui, c'est tellement stratégique, parce que ça veut dire que ça permettrait de faire la liaison avec la Transnistrie, qui est la partie pratiquement occupée par les Russes, en tout cas par des russophones, russophiles. En Moldavie. En Moldavie. Et puis, ça permettrait de faire de ce qui resterait de l'Ukraine non russifié, un État qui n'aurait pas accès à la mer. Et que c'est évidemment l'un des objectifs des Russes. L'objectif premier est d'effacer l'identité ukrainienne, mais effectivement, Poutine a été obligé de revoir ses objectifs à la baisse, et probablement que son objectif aujourd'hui est d'avoir un État ukrainien résiduel qui serait un État enclavé. C'est ça, oui. Et la partie donc ouest, et qui n'aurait pas accès à la mer. Donc c'est tout à fait important le fait qu'ils se remettent à frapper massivement Odessa. Et heureusement, les batteries permettent d'intercepter un certain nombre de missiles, mais notre député francophone nous dit qu'il y avait peut-être aussi... Alors voilà, faut encore vérifier en effet. Et comme le disait le général tout à l'heure, c'est pas justifiable de la même défense, parce que les drones, ils volent bas, et on peut les tirer avec, à la
la limite avec des kalachnikovs, enfin avec en tout cas des engins qui ne sont pas certainement pas des patriotes. Voilà, on en parlera tout à l'heure, mais il est vrai que le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, qui était hier à Kiev, a précisé que la France pouvait aider justement à lutter contre ces drones iraniens. Ça veut dire quoi lutter contre enfin, comment on le fait pour lutter contre les drones iraniens? C'est Kalachnikov, petit canon, comment ça se passe? Ah oui, c'est soit par des missiles, soit par des missiles courte portée, hein, soit par des mitrailleuses. D'accord. Ce type de moyens, si vous voulez. Il y a la réflexion sur la lutte anti-drone, elle est en cours. Parce qu'il y a beaucoup de types de drones différents qui sont... alors vous avez les fameux drones suicides, hein, qui d'eux-mêmes viennent exploser au contact de leur cible, mais vous avez d'autres types de drones qui délivrent des moyens de tir, mais qui eux-mêmes ne vont pas forcément au contact. Vous voyez. Donc, en fonction de la conception, de la technologie du missile, il faut une défense anti-missile qui soit adaptée. Voilà. Et là, alors, qu'en France, on réfléchit aussi sur des moyens électroniques, oui, bien sûr, contre les systèmes justement de commandement ou de direction, de positionnement des drones. C'est une autre façon Donc, il y a beaucoup de façons. Il faut faire une étude exhaustive des catégories de drones qui sont susceptibles de frapper l'Ukraine et voir quel type de moyens sont les mieux adaptés pour lutter contre ça. À l'antenne, vous voyez actuellement donc des photos prises dans la région de Kiev, donc frappées durement, mais pas seulement la capitale. Je vous le rappelle, 120 missiles tirés sur l'Ukraine. L'Est, le centre et l'Ouest ont été touchés, comme il y a longtemps que cela n'avait pas été le cas, notamment la ville de Lviv, que vous voyez totalement à l'ouest du pays, la porte d'entrée vers l'Union européenne, la porte d'entrée vers l'Occident, qui est privée aujourd'hui, nous a dit le maire, de 90% d'électricité. Les habitants n'ont plus d'électricité, comme à Odessa, où un député francophone que nous avons interviewé à l'instant nous confirmait également l'absence d'eau potable dans la ville portuaire d'Odessa. On sait